Bonjour et shalom, Richard Darmon au studio Kalita pour une nouvelle édition de notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette fois-ci un sujet de réflexion historique et pédagogique. Comment l'État d'Israël doit-il transmettre aux futures générations et aussi aux nations du monde la mémoire de la Shoah sans risquer, comme cela arrive parfois, une certaine utilisation, voire même une certaine instrumentalisation de cette catastrophe et aussi de l'Institut Yad Vashem par l'État d'Israël à des fins politiques bien précises et circonstanciées par rapport donc à ses besoins du moment. On savait déjà, et certains experts l'avaient dénoncé, que tous les gouvernements d'Israël ont pris pour tradition incontournable de faire visiter immanquablement l'Institut Yad Vashem à tous les hôtes de prestige, chefs d'État, ministres, membres de gouvernement et parlementaires étrangers de tous les pays qui se rendent en visite en Israël, comme si on ne pouvait pas comprendre et découvrir les réalités d'Israël sans passer par la mémoire de la Shoah. Un court-circuit que certains ont jugé dangereux, car contrairement à ce qu'avait prétendu l'ex-président Barack Obama dans son fameux discours du Caire en 2009, les causes de la renaissance de l'État d'Israël et de la renaissance de cette société d'Israël sur sa terre ancestrale ne sont pas toutes liées à la Shoah, tant s'en faut. Alors, il y a aussi, mais ça on le verra ensuite, ce que j'appelle une instrumentalisation de la victimologie juive par certains gouvernements d'Israël. Et pour en parler avec nous dans le studio cette semaine, Alain Michel, vous êtes Alain, historien, enseignant, rabbin du mouvement Massorati et auteur de plusieurs ouvrages liés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes né en France et puis vous avez été l'élève puis le collaborateur du grand éducateur, pédagogue et rabbin que fut le Rav Léon Ashkenazi Manitou. Et puis, vous faites ensuite à Paris, à la Sorbonne, un doctorat sur les éclaireurs israélites de France, les EIF. Puis vous montez en 1985 en Israël. Voilà donc plus de presque 35 ans avec votre épouse et votre premier enfant. Parallèlement à vos études en Israël, même au séminaire du mouvement Massorati, qui vous donneront à leur terme le titre de rabbin, vous créez vous-même les séminaires francophones de l'Institut de la Shoah, Yad Vashem, à Jérusalem, devenu petit à petit, au fil des ans, l'instance centrale de formation des éducateurs juifs et non juifs venus par centaines des pays francophones à Jérusalem pour se former sur la Shoah, son enseignement et sa mémoire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous un petit peu de ces séminaires. Alors, d'abord, aujourd'hui, je ne suis plus employé de Yad Vashem, donc les séminaires sont passés à des gens plus jeunes et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que quelque chose qu'on a créé continue avec d'autres et je pense que j'en suis très satisfait. Par contre, ce que je fais d'un peu particulier aujourd'hui, ce sont des séminaires à travers le musée. C'est-à-dire que ce que je propose aux gens, c'est sur l'espace de 2 ans, tous les 15 jours, d'avancer peu à peu dans ce musée qui est un musée à la fois sur les plans historiques, mémoriels et pédagogiques, quelque chose de tout à fait extraordinaire, avec les limites dont on va parler bien sûr. Et donc, c'est une manière de découvrir la Shoah de manière beaucoup plus profonde et également la richesse absolument incroyable de ce musée, puisque pour le premier groupe qui a fait ça avec moi, ça nous a mis en tout 65 heures pour faire tout le musée. D'accord, donc ça veut dire que vous comprenez... Une trentaine de visites facilement. Voilà, c'est ça. Et c'est à chaque fois 1h30, donc même plus. Et c'est, je pense, quelque chose qui a passionné les gens qui ont participé. Il y a de nouveau un petit groupe qui a redémarré là maintenant. Et bien sûr, si des gens veulent s'y joindre, ben, il suffit de me joindre 054 768 63 56. Et tous les 15 jours, un thème particulier. Un bout du musée. C'est-à-dire, on avance vraiment en fonction de l'itinéraire que le musée propose, mais en regardant moi-même, pourtant vous l'avez parcouru dans tous les sens. Voilà, et même dans le musée précédent. Et pourtant, au fur et à mesure, j'ai découvert des choses dans l'exposition que je ne connaissais pas. Et le groupe, en moyenne, c'est combien de personnes ? Il y a entre 5 et 10 personnes. On ne peut pas tellement aller au-delà de 10 personnes parce que il faut que ça reste intime. Qui est aussi, voilà, qui est vraiment un échange et tout. Donc c'est très différent de la découverte classique du musée en 2 heures, 2 heures et demie. Bien sûr. Alors le fil conducteur de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est donc
une réflexion sur comment transmettre la mémoire de la Shoah, comment l'État d'Israël, qui en est le grand dépositaire, peut-il donc parler aux nations du monde et aux générations futures, pas simplement des juifs mais aussi des non-juifs, de cette catastrophe dans l'histoire, pas seulement du peuple juif mais de l'humanité. Et donc on va essayer de voir d'abord une question d'ordre général, quelles sont les choses centrales à transmettre, et puis après on verra quels sont les écueils à éviter en prenant quelques exemples. Alors est-ce que je peux quand même d'abord corriger quelque chose que vous avez dit dans votre introduction? Ce n'est pas Yad Vashem qui propose aux différents dirigeants du monde de venir visiter. Non, c'est l'État d'Israël, c'est le gouvernement. C'est le protocole, il faut le dire, c'est dans le protocole du gouvernement d'Israël. Après, on peut discuter est-ce que c'est important ou non. Mais je veux dire, Yad Vashem n'est pas responsable de tout ce qu'on lui demande. Donc c'est important. Alors donc, quels sont donc, au plan positif, si vous voulez, les grandes valeurs qui doivent être respectées dans cette transmission de quelque chose d'indicible finalement, parce que la Shoah c'est toujours quelque chose de, comme le disait Elie Wiesel, de difficilement transmissible en fait. Je ne suis pas sûr que la Shoah soit quelque chose d'indicible. Ce qui pour moi est indicible dans la Shoah, c'est son énormité, son immensité. Je dis souvent que si on n'est pas capable nous-mêmes de se raconter au moins 6 millions d'histoires, quelque part, on n'a pas réussi justement à transmettre cette mémoire de la Shoah. Donc, c'est les limites, c'est quand même un événement historique, mais les limites de cette perception de cet événement historique sont dans cette horreur qui a des dimensions extrêmement différentes suivant les pays, suivant les agents nazis ou leurs complices qui ont agi, etc. Donc c'est ça, à mon avis, la grande difficulté. Maintenant, comme dans tout événement historique, il y a une tension qui existe entre la mémoire et l'histoire, ce qui est normal. Et on a besoin des deux, mais à condition de, quelque part, respecter les deux, en sachant que l'histoire, c'est essayer de comprendre comment les événements se sont effectivement déroulés, même quand on a des surprises, parce qu'on s'aperçoit tout à coup que c'est plus compliqué, que des gens dont on pensait qu'ils sont tout bons, ils sont pas que ça, ou l'inverse. Donc l'historien n'est pas tenu par un certain protocole qu'il devrait respecter, parce qu'il y a des choses que l'on doit dire et des choses que l'on ne doit pas dire. Par contre, la mémoire est quelque chose qui est là, d'abord et avant tout, pour rappeler le souvenir des victimes. Et donc, quand vous rappelez le souvenir des victimes, par exemple, c'est très difficile de rappeler aussi que tout n'est peut-être pas rose chez les victimes. Je prends un tout petit exemple. Dans les ghettos, et on peut comprendre ça tout à fait vu la situation dans laquelle les gens avaient été mis par les nazis et leurs complices, eh bien, il y a parfois des enfants qui ont volé la nourriture de leurs parents et des parents qui ont volé la nourriture de leurs enfants. Est-ce qu'on doit en parler ou pas? Et surtout, est-ce qu'il faut aussi parler de tous ceux qui ont été capables, malgré les conditions du ghetto, de garder leur dimension humaine. Donc la mémoire aussi n'est pas quelque chose d'évident. Maintenant, la mémoire, elle est également liée, quoiqu'on essaye parfois de la séparer, liée aux besoins, et politiques et culturels de chaque pays. Si je suis allemand, même si j'essaie de combattre au maximum ce qu'ont fait mes ancêtres et de faire en sorte que cette mémoire passe, elle sera vue malgré tout par un citoyen allemand qui doit assumer son histoire, mais doit aussi continuer son histoire. Inversement, si je suis juif, ou si je prends d'autres génocides, si je suis Tutsi au Rwanda, ou si je suis cambodgien, etc., vous avez ce statut de victime. Et la question est de savoir qu'est-ce que je vais en faire à l'intérieur de la mémoire, comment cela va finalement
guidé un petit peu ou influencé mes manières d'être. Alors justement, pour prendre les choses à leur commencement, c'était pourquoi j'avais rappelé cela tout à l'heure, et votre remarque précisant que c'est effectivement dans le protocole de l'État d'Israël que les gouvernements, si vous voulez, se basant sur lui, sont en quelque sorte tenus de faire visiter aux autres étrangers de prestige l'Institut Yad Vashem. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Ou est-ce que c'est une coutume intouchable ? Moi, je pense que c'est bien et c'est important, à condition qu'il y ait aussi d'autres choses à côté. C'est-à-dire qu'Israël n'est pas que la Shoah. Mais il faut rappeler, par exemple, que la moitié des combattants de la guerre de 1948 sont des survivants de la Shoah. C'est-à-dire que c'est un pays qui est né, non pas à cause ou grâce à la Shoah, mais dans les conditions de survivre à la Shoah. Je pense que c'est très important, par exemple, pour comprendre pourquoi des survivants de la Shoah en 1948, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que le monde les a repoussés et que leur famille a disparu, payé pour ça, etc., sont capables parfois de faire un certain nombre de choses dans le cadre de la guerre de 48, alors que les mêmes personnes, 30 ans, 40 ans après, vont bien sûr avoir des approches tout à fait différentes, parce qu'entre-temps, Israël s'est développé, il y a des débats sur comment régler le conflit ou non, etc. Donc c'est très important de replacer les choses dans leur contexte, et de ce point de vue-là, effectivement, les premiers Israéliens sont aussi en grande partie des gens qui sont traumatisés par la Shoah, même lorsqu'ils étaient déjà en Israël Alors pendant donc, la Shoah. cette visite mentionnée et rendue obligatoire par le protocole de tous les gouvernements, on pourrait la qualifier de nécessaire, mais pas suffisante. Pas suffisante. Je pense que c'est très important de continuer par quelque chose. Vous savez, il y a un chemin qui existe entre Yad Vashem et le cimetière du Mont Herzl, d'accord ? Et ce chemin est très intéressant parce d'abord, il a été créé par les mouvements de jeunesse israéliens, ça en fait déjà un grand intérêt. Deuxièmement, parce qu'il fait passer les gens par étapes de quelle est la situation en 1945 et qu'est-ce qui se passe en 1948. Et à ce moment-là, on n'est plus dans les victimes qui se font massacrer par les persécuteurs, mais on est dans les sionistes qui construisent un État et qui résistent à ceux qui les assaillent. Et moi, je pense qu'il faudrait rendre également obligatoire au moins ce petit passage, et parce qu'il faut passer par la Shoah, mais il faut en sortir également pour arriver à l'État d'Israël d'aujourd'hui. C'est la fameuse formule en hébreu de la Shoah à la Tkouma, c'est-à-dire exactement, de la catastrophe à la résurrection, à la reconstruction du peuple juif sur sa terre. Alors, justement, puisqu'on progresse dans notre réflexion, je mentionnais tout à l'heure les risques d'instrumentalisation et d'utilisation conjoncturelle, je dirais, de certaines versions de la Shoah. Alors, l'exemple, quand on avait engagé le dialogue pour préparer cette émission que vous m'aviez cité, c'était ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un mois, lors des cérémonies du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, avec la tenue d'un grand colloque, je crois que c'était le 5e ou le 6e forum international d'examen, d'analyse des moyens de lutter contre l'antisémitisme, qui ont été organisés, donc deux commémorations qui ont été organisées de manière concomitante en Israël. Et là, vous voudriez peut-être noter justement que le gouvernement et ses porte-paroles ont d'une certaine manière instrumentaliser certaines explications de la Shoah avec des différences en fonction des autres auxquels il s'adressait. Alors expliquez-nous cette vision critique. Oui, alors donc le 23 janvier dernier, je pense que tout le monde s'en rappelle, il y a eu une très grande cérémonie et très importante. Moi, je me souviens toujours d'une phrase de Manitou qui disait finalement, la Shoah, c'est d'abord le problème des non-juifs. Et donc c'est extrêmement important qu'effectivement les non-juifs se retrouvent à Jérusalem pour examiner à la fois le passé, mais également le présent. Il y avait une quarantaine de chefs d'État. Puisque malheureusement, dans tous ces États, il y a aussi des formes d'antisémitisme. Donc on en reparlera tout à l'heure avec la Pologne. Mais donc c'est extrêmement positif comme approche. Le problème, c'est que dans tout événement politique, il y a justement le mot politique. Et à partir du moment où
Yad Vashem est théoriquement un établissement public, mais indépendant, avec un conseil d'administration indépendante, une direction indépendante, etc. Mais il est quand même lié à l'État d'Israël, pas seulement parce qu'une partie des frais de fonctionnement vient de l'État, mais parce qu'on est là justement pour être la voix d'Israël dans le cadre dans le cadre du souvenir et de l'histoire de la Shoah. Et donc il y a souvent des risques de dérapage parce que il y a là derrière des intérêts. Par exemple, le fait que le président Poutine était présent à Jérusalem a amené, alors après on va reparler comment, pourquoi, etc., mais a amené ceux qui ont préparé la cérémonie à présenter cette période, je dirais, d'une manière qui allait dans le sens du poil par rapport à la Russie. Voilà, un exemple qui a été relevé par beaucoup de personnes. L'accord Ribbentrop-Molotov, c'est-à-dire qui a permis pendant 1 an et demi à la Russie d'être bien tranquillement et de laisser les Allemands, les nazis conquérir. Elle était complètement gommée en fait. Et on n'en parle pas. C'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale commence et immédiatement la Russie est du bon côté. Non, pas seulement du bon côté, est la victime, la première victime et la principale victime de l'attaque des nazis. Donc, si vous voulez, tout ça s'est produit parce qu'il y avait aussi des intérêts politiques. Maintenant, le problème, c'est que moi, je suis toujours effaré par, la manière dont les politiques pensent qu'on ne va pas faire attention à ce qu'ils font. Et donc, il suffit de quelques jours pour qu'il y ait tout d'un coup des protestations qui commencent à venir en disant « Mais comment Yad Vashem peut présenter la Shoah et le contexte historique de la Shoah d'une manière tellement revenons sur Poutine. Il a été » invité, il n'est resté même pas 24 heures, il a inauguré, je crois au Gan Saker, un monument mémorial de la bataille de la ville de Leningrad. Du siège de Leningrad. Le siège de Leningrad, où des centaines de millions de milliers de personnes. De milliers de personnes ont perdu la vie pour défendre cette ville. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait de déplacé du point de vue israélien C'est pas tellement dans ça. Je pense d'ailleurs que c'était une très bonne idée de faire un endroit spécial parce que ce qui s'est passé à Leningrad, sur le plan historique et mémorial, est très important. Oui. Et il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là-bas et qui ont soit perdu la vie, soit participé à la défense de la ville dans des conditions terribles. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les formulaires qu'on doit remplir pour les personnes survivantes de la Shoah, donc pour la claim, c'est-à-dire pour les réparations allemandes, il y a un paragraphe spécial pour ceux qui auraient été au siège de Leningrad. Et pas de Stalingrad. Non, pas ça. Stalingrad, c'est un événement militaire, politique. Mais ce n'est pas un événement civil. Mm-hmm. Ce n'est pas d'abord et avant tout un événement civil. Leningrad, c'est vraiment, je dirais, d'abord et avant tout un événement civil. Une ville avec toutes ses composantes, etc., qui réussit à tenir tête aux nazis. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Et donc, vous dites que finalement... si tort il y a ou instrumentalisation il y a eu, c'est quoi exactement C'est quand il y a eu ce grand forum, cette grande réunion à Yad Vashem même, et où effectivement il y a eu plusieurs films vidéo qui ont été présentés, dont tous, particulièrement un de 5 minutes qui était celui qui présentait le contexte général, mais dont tous quelque part étaient biaisés par rapport au rôle à la fois positif, mais également négatif de l'Union soviétique. Mmh. C'est un peu ce qu'on disait tout au début, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'histoire, vous savez très bien qu'il y a aussi des choses qui sont pas terribles, mais il faut en parler parce que ça fait partie de l'histoire. Et la question était de savoir, est-ce que on présentait dans ce forum uniquement des aspects mémoriaux, mais à ce moment-là, il aurait fallu le construire tout à fait différemment, ou est-ce que, justement, parce qu'on travaille aussi sur l'antisémitisme d'aujourd'hui, on se confronte
à l'histoire et à toute cette facette très compliquée de l'histoire. Alors justement, puisqu'on parle de ce forum qui a quand même été très marquant, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres étrangers qui étaient là, et ça a été un événement, un méga événement pour Israël, de recevoir des hôtes aussi prestigieux, et avec un contenu historique très chargé. Il y avait un pays, un État absent-présent, qui est évidemment la Pologne, dont on n'a pas arrêté de parler, puisque le président polonais a refusé de venir, et il y a eu des polémiques acerbes. Où on en est de ce dossier? Parce que finalement, la Pologne a du mal à gérer sa mémoire de la Shoah. Il y a aussi des réactions du côté des chercheurs israéliens. Qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé pendant ce séminaire? D'abord, il faut savoir pourquoi le président polonais n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'on ne lui a pas donné de place pour s'exprimer. Or, il faut savoir que depuis le début donc du XXIe siècle, et depuis le moment où on a commencé à marquer ce jour international de la Shoah, qui se place donc le jour de la libération, soi-disant, parce que ce n'était pas vraiment une libération. En janvier. On ne va pas rentrer là-dedans, le 27 janvier 1945. Toutes les cérémonies de commémoration ont toujours eu lieu en Pologne, à Auschwitz. D'ailleurs, il y a eu quelque chose le 27 janvier, pas parallèlement, quelques jours après. À partir du moment où Israël organise quelque chose de spécial qui a lieu en Israël, il était normal, à mon avis, en tout cas je vois les choses comme ça, que l'on prévoit de donner aussi une place, peut-être pas la même que celle habituelle, mais une place aussi à la Pologne, parce que malgré tout, même si la majorité, l'immense majorité de ceux qui ont été massacrés au camp d'Auschwitz sont des juifs, mais d'abord une grande partie de ces juifs étaient des juifs polonais, et puis il y a eu aussi à peu près 200 000 Polonais qui sont passés par ce camp, dont une grande partie ont été tués, assassinés, etc. Donc si l'événement est basé sur cette date-là parce que c'est lié à la libération d'Auschwitz qui se trouve quand même en Pologne, il faut le rappeler. Donc il était normal de laisser la parole, au moins un petit moment, au président polonais. Or, il est très clair, à mon avis, que Poutine a demandé à ce que la Pologne ne puisse pas parler et que Netanyahou lui a dit OK, puisqu'ils sont apparemment un peu copains. Et donc, le président polonais a compris qu'il allait se retrouver dans une cérémonie où, en réalité, on allait mettre la Russie au centre et faire disparaître le sort ainsi que le rôle de la Pologne. Alors, l'amitié privilégiée entre Moscou et Jérusalem est peut-être une cause, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans ce cafouillage concernant la Pologne quelque chose qui était dû aux polémiques antérieures et qui continue d'ailleurs toujours entre Varsovie et Jérusalem sur la responsabilité de l'État polonais dans si vous voulez, dans la collaboration avec la Shoah, la collaboration avec les nazis. Il y a des chiffres, il y a des statistiques. Est-ce que ce n'est pas aussi une des causes de ce cafouillage ? Je ne suis pas sûr, en tout cas, que ça soit très central dans ce cafouillage. Ça a dû jouer, sans doute. Il y avait la polémique avec le ministre Katz, qui avait fait des remontrances... Oui, justement, et 2 jours après être nommé ministre des Affaires étrangères, la première chose Israël Katz, la première chose qu'il pense à dire, c'est dire à quel point les Polonais sont antisémites, et à reprendre la fameuse phrase de Yitzhak Shamir qu'ils boivent l'antisémitisme au sein de leur mère. Je veux dire, ça montre à quel point on n'est pas fait pour un rôle de ministre des Affaires étrangères. Enfin, ça c'est une autre question. Mais je pense qu'il y a des tensions, il y a des problèmes avec la Pologne, mais il n'empêche, si on parle de la Shoah, il se trouve que la moitié des Juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah étaient des Juifs polonais. Donc c'est un peu normal quelque part qu'on laisse aussi sa place à ce pays, même si on n'est pas obligatoirement d'accord avec tout ce qu'il va dire, et c'est normal, on a le droit d'avoir des polémiques, etc. Mais à partir du moment où on fait comme s'il n'était pas là, comme s'il n'avait pas d'importance, et on sait très bien pourquoi, parce que lui-même est en tension avec les Russes, notamment parce qu'il y a un refus du côté de la Russie d'aujourd'hui
d'assumer les responsabilités historiques, notamment par rapport au massacre de Katyn, des officiers polonais. Donc, je comprends tout à fait qu'il n'ait pas eu envie de se retrouver piégé dans un endroit où il savait d'avance qu'est-ce qui allait se dire du fait que tout était axé sur Poutine. À part je dirais, cet incident et cette problématique de la non-présence du président polonais qui a fait quelques vagues, il y a quelques jours, l'un des historiens de l'université hébraïque et en même temps un des historiens d'Yad Vashem, le professeur Yehuda Bauer, a déclaré dans la conférence, la 4e conférence Pologne-Israël qui s'est tenue à Jérusalem il y a quelques jours, il a déclaré, il est revenu sur ce sujet, non pas de la commémoration d'il y a un mois, mais sur disons, la mémoire de la Shoah en Pologne, en disant que ceux qui voulaient limiter cette mémoire et faire des distorsions dans cette mémoire, il a dit ceci, bien sûr, la Shoah prend une place en Pologne parce qu'elle était terrible, et la Pologne la commémore cet événement, ouvre des musées, construit des statues, et fait des discours quelquefois intéressants et terribles, mais dit-il, c'est une phrase très dure, je ne sais pas si je voulais que vous réagissiez à cela, mais ils aiment les juifs, spécialement les juifs morts. Ce qui ne veut pas dire que tous les Polonais ont persécuté et assassiné des juifs. Fin de citation. C'est une citation de sa part un peu dure. Oui, par exemple, je pense que c'est une phrase que Shmuel Trigano a appliquée à la France avec beaucoup de justesse, qu'en France aussi, on préfère les juifs morts aux juifs vivants. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire de la Shoah est quelque chose d'extrêmement central, mais en même temps, la distorsion de ce que fait l'État d'Israël est également quelque chose de très central dans ce qui se passe en France. Donc, d'abord, je ne pense pas que c'est qu'un problème polonais. Et en plus de ça, il faut reconnaître que sur le plan politique, l'État polonais nous soutient beaucoup. On a des conflits au niveau de la mémoire, de comment cette mémoire doit être préservée, etc. Mais au niveau politique, me semble-t-il, et ça c'est un acquis vraiment de ce qu'a fait Netanyahou ces dernières années, il y a eu un rapprochement très important qui fait qu'un certain nombre de pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, parce qu'il n'existe plus, dont la Pologne, sont des fervents soutiens, si je puis dire, de la politique israélienne. Donc, moi, ça me paraît justement ne pas préférer les juifs morts aux juifs vivants. Par contre, si ce que voulait dire Yehuda Bauer était que, à l'époque, une majorité de Polonais qui étaient antisémites, en tout cas une grosse minorité, ont préféré en général les juifs morts aux juifs vivants, ça c'est tout à fait vrai. Et on a beaucoup d'exemples. D'un autre côté, on a également beaucoup d'exemples de juifs qui ont survécu grâce justement aux Polonais. L'histoire est toujours compliquée. Là, je vais faire une projection privée dans quelques jours d'un film extraordinaire qui est passé à la Cinémathèque à Jérusalem il y a 1 an et demi, qui s'appelle Les Invisibles, qui est un film sur ces juifs allemands qui, à partir de 1942, se sont cachés à Berlin et ont réussi à survivre jusqu'à la fin de la guerre. Il y en a à peu près 1500 comme ça, et donc il y a 4 cas qui sont suivis. C'est très clair que dans ces 4 cas, c'est parce qu'il y avait des Allemands qui ont agi autrement que la majorité des gens qui soit suivaient le national-socialisme, soit détournaient les yeux pour ne pas s'en mêler. Et donc il faut aussi parler de ces Allemands, ce qui n'enlève pas la culpabilité globale du peuple allemand dans cette période-là. Donc vous voyez, on est toujours, à mon avis, dans une recherche d'équilibre. Dans ce colloque, dont j'ai les conclusions journalistiques ici, il a estimé que, dans le sens de ce que vous disiez, cette fois, en ce qui concerne les juifs, les Polonais non juifs, qu'il y avait environ 3000 Polonais qui ont sauvé des juifs. Il y a plus, il y a 5000 qui ont été reconnus comme juifs. En plus de ça, il faut toujours savoir que le nombre de gens qui sont reconnus, en fait, représente
un nombre de personnes dans tous les pays beaucoup plus important que ça. En France, on a, je crois, aujourd'hui à peu près 3500 juifs reconnus, mais on sait très bien qu'il y a eu davantage de Français, même directement, qui ont vraiment aidé les Juifs, ce qui ne veut pas dire non plus que, comme on essaye de le faire croire, tous les Français ont aidé les Juifs pendant la guerre. Donc, il faut faire très attention, finalement, à cet équilibre de faits. Et quand je cite quelque chose, si je sais qu'il y a un fait contraire, il faut aussi que je le cite et en même temps mettre des proportions, parce qu'il y a toujours des proportions. Vous avez une remarque à faire sur, justement, puisqu'on parle de la France, lors de cette commémoration, le président Macron, Emmanuel Macron est venu, il y a eu différents événements de sa visite, mais entre autres, il s'est rendu à Roglit, au monument à la mémoire des 75 000 juifs déportés de France vers l'Allemagne et qui ne sont pas revenus. Sur ce plan-là, il n'y a pas eu de couac qui s'est passé. Je ne parle pas des autres problèmes. Non, il ne me semble pas, justement. Il me semble qu'il y avait, jusqu'à les limites de ce qu'un politicien peut faire, mais il y avait une véritable sincérité, je pense, dans son intervention, notamment en colloque. Voilà, Macron a dit. Mais je pense qu'il faut peut-être, si je reviens sur la question globale de comment les choses ont pu se passer, je pense qu'il y a deux problèmes qu'il faut séparer. D'un côté, il y a effectivement parfois des instrumentalisations dans les deux sens. Par exemple, jusqu'à une période relativement récente, on ne pouvait pas parler à Yad Vashem du génocide des Arméniens. Pourquoi ? Parce que comme on avait d'excellentes relations avec la Turquie et que c'était le seul pays musulman avec qui on avait des relations, donc il fallait absolument pas politiquement correct, éviter les incidents. Aujourd'hui, comme malheureusement les relations avec la Turquie se sont beaucoup dégradées, ça permet de parler de ça, mais ça montre à quel point une contingence politique. Voilà, la contingence politique peut influencer. Donc ça, c'est quelque chose. De l'autre côté, il y a d'abord quelque chose de général qui est le fait qu'on ne peut jamais arriver à une vérité historique complète. D'accord ? Encore plus, comme je l'ai souligné tout au début, devant l'immensité d'un événement comme la Shoah. D'une part, parce qu'il est normal que l'histoire progresse, parce qu'on a tout le temps de nouveaux documents ou de nouveaux regards, etc. Et d'autre part, également, parce que tous les historiens se trompent. Je suis historien et je le dis, parce qu'on ne peut pas arriver à englober toute la réalité. À englober toute la réalité, encore plus la complexité de cette réalité. Ce qui est important, c'est de savoir nos limites et de reconnaître nos erreurs. Quand j'ai des polémiques parfois avec certains historiens en France, mon problème n'est pas tellement que je suis en désaccord avec eux. On a le droit d'être en désaccord, mais quand je leur dis « mais regardez ce que vous dites est le contraire de la réalité », j'attends d'un historien, et il y en a, d'avoir l'honnêteté de dire « ah ben oui, effectivement, ici je me suis trompé. Moi-même, dans ce que j'ai écrit, je me suis trompé également parfois sur certains points. » Donc ça, c'est un des problèmes de l'histoire. Mais il y a aussi un problème qui est lié à tous les mémoriaux en général à travers le monde, notamment les trois plus grands, c'est-à-dire Washington, Paris et Yad Vashem. Ce sont des endroits tellement immenses, et je pense que notamment pour Yad Vashem, avec tellement de gens qui travaillent là-bas, que automatiquement, il y a toujours quelque chose qui va passer, qui va apporter des erreurs, parce que c'est très difficile de contrôler tout. Il n'y a pas de voix officielle, forcément. Il y a des voix dans ces mémoires. Non seulement il y a des voix, mais il y a parfois des bêtises, entre guillemets, qui sont faites, parce que tout simplement, celui qui a écrit ça, eh bien, il n'avait pas tous les éléments pour ça, et personne n'a fait attention. Je vous donne deux exemples. Mon beau-père, je peux me permettre d'en parler en plus dans le sujet, puisque Charles Stein, Zichrono Livracha, était né le 27 janvier. Donc le 27 janvier, il était dans la marche de la mort vers Buchenwald. Mais mon beau-père a survécu, heureusement, parce que je ne serais pas là. Ouais. Enfin, en tout cas, je ne serais pas marié avec ma femme. Et puis, il est décédé, donc il y a 20 ans maintenant. Je vais à
je vais à Auschwitz. À Auschwitz, il y a le pavillon juif qui a été fait par Yad Vashem, qui a quelque chose d'extraordinaire. Une des choses les plus extraordinaires, c'est que vous avez un immense livre avec tous les noms des victimes que donc Yad Vashem a peu à peu répertoriés. Eh bien, il y a le nom de mon beau-père là-bas. Pourquoi ? Mais ça, je le sais depuis 15 ans, parce que ça fait 15 alors ans qu'il a survécu. Oui. Alors qu'il a survécu, mais il n'est pas le seul. Pourquoi ? Parce que quand ceux qui s'occupent du département des noms ont mis en ligne les listes des victimes, ils ont essayé de trouver le maximum d'indications. Et ils se sont dit, c'est bien pour la France, on a un bouquin extraordinaire, effectivement, c'est le mémorial qu'a réalisé, comment il s'appelle, Serge Klarsfeld. Okay, donc ils ont pris les noms du mémorial et ils les ont mis. Le seul problème, c'est que le mémorial de Serge Klarsfeld enregistre les gens qui ont été déportés. Ils sont partis. Qui sont partis. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près entre 3,5 et 4% de gens victimes qui sont revenus. Et donc, ils ont rentré tous les noms. Dont votre beau-père. Voilà, dont mon beau-père. Alors après, ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent... À chaque fois, quelqu'un se plaint. « Ah, mais pourquoi mon grand-père est là-bas » ou « Pourquoi mon oncle est là-bas alors qu'il a survécu ?» Alors, il faut corriger et tout. C'est une bêtise, mais c'est des choses qui arrivent quand on ne fait pas assez attention aux choses, mais parfois on n'a pas les moyens. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à la France. Si vous allez dans le musée de Yad Vashem et puis que vous êtes dans la section on parle de la France, alors il y a une grande photo de Hitler et puis juste à côté, il y a un résumé de ce qui s'est passé dans les premières années de l'occupation, à la fois la politique allemande et à la fois la politique de Vichy contre les Juifs. Et dans la politique de Vichy, donc c'est marqué qu'au moment du statut des Juifs, le premier statut des Juifs en octobre 1940, eh bien, les Juifs français ont perdu leur nationalité, leur citoyenneté. C'est bien sûr totalement faux. C'est même ça qui a permis, pour une partie, à Vichy de pouvoir intervenir, parce qu'ils pouvaient intervenir pour ses citoyens beaucoup plus facilement que pour les Juifs étrangers. Mais vous n'avez pas pu faire rectifier la chose. Je l'ai déjà signalé. C'est très compliqué de rectifier. Il faut refaire. Et il y a comme ça, bien que ça soit, j'ai dit tout à l'heure, et je le maintiens, un musée absolument extraordinaire, il y a également des erreurs dans ce musée. Justement, le professeur Bauer, dont je parlais dans le compte-rendu que j'ai ici, citait une autre erreur de Yad Vashem qui avait montré lors des journées en question un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale qui ne mettait pas en place et ne traitait pas suffisamment de l'invasion nazie allemande de la Pologne comme faisant partie donc de la genèse des événements. Et c'était un couac supplémentaire qui déplaçait l'interprétation. Bien entendu. Mais vous avez aussi le fait que l'histoire progresse. Et donc, parfois, on a... la recherche historique. Et donc, parfois, on a des regards qui vont se transformer, ce qui est tout à fait normal. Lorsque le musée de Yad Vashem a été conçu, c'était il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était une évidence pour la quasi-totalité des historiens que dans l'histoire de la Shoah, le musée actuel, vous voulez dire, le musée le nouveau musée. Yad Vashem existait. Oui, Yad Vashem existait, mais il y avait un autre musée, etc. Donc, le nouveau directeur, à l'époque, a conçu un nouveau musée. À l'époque, on regardait l'histoire de la Shoah avec la conférence de Wannsee en janvier 1942 comme étant centrale. Et donc, dans le musée, effectivement, il a été construit autour de la conférence de Wannsee. Or, nous savons aujourd'hui, en tout cas, toute une partie des historiens, c'est ce que dit par exemple Dan Michman, qui est l'historien de Yad Vashem, qu'en réalité, Wannsee n'a pas de réelle importance dans le processus de décision. Mais le musée existe. Donc, vous comprenez qu'il y a toute une génération, et même plusieurs maintenant, de guides, etc., qui continuent à répéter, parce que c'est ce qu'ils ont sous les yeux, que Wannsee est central, mais bien qu'en réalité, on comprend les choses historiquement de manière différente.
Écoutez, on arrive presque au terme de notre émission. La conclusion, c'est que tout de même, alors d'abord, il faut que la mémoire de l'histoire, enfin l'histoire en tant que, je dirais, sujet de réflexion soit sans cesse remis sur l'établi et affiné. Et puis il y a aussi une question à laquelle on a en partie répondu, c'est que oui, l'État d'Israël et ses protocoles dans la réception, en tout cas des autres étrangers de prestige, doit tout de même adapter, doit tenir aujourd'hui un discours plus adapté, plus affiné sur la Shoah. En tout cas, je vous remercie d'être venu et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bon.